Marguerite Duras est une écrivaine et cinéaste du XXe siècle que l'on peut rattacher pour certains de ses récits au nouveau roman. C'est un courant littéraire des années 50 et 60 qui avait pour projet de casser les codes du roman traditionnel, en modifiant la chronologie ou en faisant des récits lacunaires. Donc son roman, L'Amant, paru en 1984, a reçu le prix Goncourt. D'inspiration autobiographique, ce récit raconte son enfance et son adolescence en Indochine. Aujourd'hui, on l'appelle le Vietnam, avec ses frères et sa mère. Duras se met en scène à la troisième personne. Donc on parle plutôt d'une autofiction qu'une autobiographie. Dans l'extrait qui nous intéresse, Marguerite Duras raconte sa rencontre avec un riche chinois de 22 ans, de 26 ans, pardon, au cours au cours d'une traversée du fleuve Mékong sur un bac. Elle n'a que 15 ans, elle est pensionnaire à Saigon et elle est en train de rejoindre sa famille à Sadek. C'est un moment clé du roman et de sa vie puisqu'elle raconte son premier amour. L'homme élégant est descendu de la limousine. Il fume une cigarette anglaise. Il regarde la jeune fille au feutre d'homme et aux chaussures d'or. Il vient vers elle lentement. C'est visible, il est intimidé. Il ne sourit pas tout d'abord. Tout d'abord, il lui offre une cigarette. Sa main tremble. Il y a cette différence de race, il n'est pas blanc. Il doit la surmonter, c'est pourquoi il tremble. Elle lui dit qu'elle ne fume pas. Non merci. Elle ne dit rien d'autre. Elle ne lui dit pas laissez-moi tranquille. Alors il a moins peur. Alors il lui dit qu'il croit rêver. Elle ne répond pas. Ce n'est pas la peine qu'elle réponde. Que répondrait-elle? Elle attend. Alors il lui demande mais d'où venez-vous? Elle lui dit qu'elle est la fille de l'institutrice de l'école de filles de Sadek. Il réfléchit, et puis il dit qu'il a entendu parler de cette dame, sa mère. Son manque de chance avec cette concession qu'elle aurait achetée au Cambodge. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il répète que c'est tout à fait extraordinaire de la voir sur ce bac. Si tôt le matin, une jeune fille, belle comme elle l'est, vous ne vous rendez pas compte, c'est très inattendu. Une jeune fille blanche dans un quart indigène. Il lui dit que le chapeau lui va bien, très bien même, que c'est original. Un chapeau d'homme, pourquoi pas? Elle est si jolie. Elle peut tout se permettre. On verra en quoi ce topos littéraire de la rencontre amoureuse, cette scène traditionnelle, est traité de façon originale. Donc pour cela, dans le premier mouvement, des lignes 1 à 6, il s'agira d'observer la description de l'homme, avec toute une insistance sur le regard. Puis des lignes 6 à 14, dans le deuxième mouvement, nous verrons comment ils font connaissance à travers un dialogue. Et enfin, des lignes 15 à la fin, le coup de foudre, plutôt marqué bien sûr, du côté du chinois. Donc pour commencer, nous allons nous intéresser à la description de l'homme. Le récit, hein, on peut voir au début qu'il est fait en focalisation externe. En fait, ici, Marguerite Duras s'appuie un peu sur une technique cinématographique. Euh, il y a peu de ponctuation, c'est un peu comme un descriptif de scène de cinéma, on appelle ça un synopsis. Donc on a d'abord un plan large, l'homme et sa limousine, et puis un zoom avec finalement un gros plan sur la main dans ce premier mouvement. Avec le présent, on a l'impression que la scène est en train de se dérouler sous nos yeux, on appelle ça une hypotypose. C'est une scène très visuelle, hein, d'ailleurs le lexique de la vue est présent. On a le mot regarde ou encore visible, et d'ailleurs ce champ lexical du regard est aussi associé à l'idée d'un coup de foudre. Donc pour commencer, on a peu d'éléments sur l'homme, si ce n'est tout un champ lexical de la richesse qui sont des indices, qui donnent des indices d'aisance financière avec des éléments qui sont symboliques. On a le mot élégant, limousine, cigarette ou encore anglaise. Donc ce sont des éléments symboliques de la richesse, sont des éléments qui montrent qu'il est riche.
et donc il n'a pas d'identité, hein, ça reste l'homme. La jeune fille, elle, hein, est présentée avec une certaine singularité, comme on peut le voir dans la périphrase de la ligne 2, la jeune fille au feutre d'homme et aux chaussures d'or. Donc c'est une jeune fille qui est différente, qui est marginale. On peut se demander si elle ne transgresse pas un peu les règles, si elle n'aime pas la provocation, hein, notamment avec des chaussures très visibles, ou encore ce chapeau qui est associé à la masculinité. Ce qui est certain, c'est que cela va provoquer la timidité de l'homme, le lexique de l'hésitation avec l'adverbe lentement ou encore l'adjectif intimidé caractérise l'homme et non l'adolescente. Donc ça, c'est original parce qu'on s'attendrait plutôt à l'inverse. Euh, Aussitôt, l'homme est comme pris au piège de l'amour. C'est ce que montre le chiasme. Aux lignes 3-4, il ne sourit pas tout d'abord. Tout d'abord, il lui offre une cigarette. En fait, le chiasme est une figure de l'enfermement. Donc l'homme est ainsi pris au piège de l'amour. Et la répétition de tout d'abord peut faire penser à une forme de bégaiement qui traduit cette peur d'aborder la jeune fille. Pour autant, avec le verbe d'action, il lui offre, d'abord il vient, puis il lui offre. Les verbes d'action montrent qu'il ose se déplacer, il ose faire un geste pour établir le contact. Malgré tout, il est angoissé, il est mal à l'aise, il ne sourit pas, parce qu'il n'est sans doute pas habitué à séduire. On a un élément traditionnel dans la rencontre amoureuse, le thème de l'amour impossible, qui est rendu par la différence ethnique. Cette différence de race qui ne fait pas blanc. On voit qu'il y a de nombreuses négations qui symbolisent les obstacles. La négation lexicale dans différence ou la négation syntaxique n'est pas. Mais justement, il a le désir de franchir cet obstacle, de le transgresser avec le vocabulaire qui est associé, donc le mot différence ou encore le mot surmonter. Euh, Concernant le tremblement, on voit que le mot est répété, ce qui insiste sur le caractère intimidé euh, de l'homme. Donc, au terme de ce premier mouvement, on voit bien une inversion des rôles. C'est l'homme qui est intimidé alors qu'il est plus âgé, qu'il est riche. Dans le deuxième mouvement, nous voyons qu'ils font connaissance à travers un dialogue. Dans tout le passage, on a un mélange de discours direct et de discours indirect. Euh, Elle lui dit que, au début de notre extrait, puis à la ligne 10, il lui dit que, de nouveau, elle lui dit que, ligne 10, il dit qu'il à la ligne 12. Avec cela, on a donc le discours, donc ça c'est le discours indirect, et puis pour le discours direct, euh, elle ne lui dit pas, il le lui demande, etc. Euh, En fait, il n'y a ni guillemets, ni tiret, ni majuscule. C'est étonnant, hein, ça renvoie à une manière d'écrire une nouvelle, hein, liée au nouveau roman. Euh, En tout cas, on voit que le dialogue est bien lié. Euh, alors pourquoi ce dialogue se fait? Grâce aux négations. Elle ne dit rien d'autre, elle ne lui dit pas, elle ne répond pas, ce n'est pas la peine. En fait, paradoxalement, les négations invitent l'homme à poursuivre sa séduction. Et de fait, l'adverbe de conséquence qui est répété, alors il a moins peur, alors il lui dit qu'il croit rêver, euh, montre que il prend de l'assurance. Ça reste une approche maladroite, mais elle ne le rejette pas. Donc, dans cette répétition euh, qui apparaît 3 fois, hein, il a moins peur, il dit qu'il croit rêver, puis il demande. On voit que on a une progression, on passe de la peur au rêve. Donc, on voit bien qu'il gagne en confiance. Cette hyperbole, il croit rêver, euh, crée une certaine ambiguïté. On ne sait pas s'il rêve parce qu'elle est blanche, donc femme inaccessible, ou bien il rêve tellement elle est belle, donc c'est la beauté idéale. Le verbe répondre est repris plusieurs fois, donc on a une répétition ou un polyptote, puisque c'est pas tout à fait euh, le même mot qui est repris. Elle ne répond pas, ce n'est pas la peine qu'elle réponde, que répondrait-elle? Le silence de cette jeune fille est ambigu. Soit c'est parce qu'elle est désintéressée,
soit au contraire, c'est parce qu'elle garde le contrôle, elle est fière, en fait, elle est maîtresse d'elle-même. Donc l'homme doit attendre et ce silence qui s'installe a un côté un petit peu pesant. C'est par le dialogue que lui va essayer d'instaurer un échange, d'où l'interrogation partielle. Mais d'où venez-vous? Lui demande, mais d'où venez-vous? Et à partir de là, on va avoir une réponse fluide au discours indirect. À partir de la ligne 10, elle lui dit qu'elle est la fille de l'institutrice de l'école de filles de Sadek. La réponse est fluide, mais on voit dans son propos qu'elle est jeune, il y a un peu des répétitions, puis elle donne surtout des informations sur sa mère. À la suite de ça, l'homme va réagir. Ce qui est étonnant, c'est que sa réponse se fait d'abord au discours indirect, puis au discours direct dans la même phrase. Donc, on a encore une manière d'écrire très originale. Et, euh, et on voit qu'il parle de la mère avec respect à travers cette périphrase. euh, cette dame, ou encore son manque de chance, donc une forme d'euphémisme. Et il cherche l'adhésion de la jeune fille avec la question directe, n'est-ce pas? C'est bien ça, n'est-ce pas? Donc, au terme de ce mouvement, on voit qu'il a franchi le pas, il devient plus courageux. L'originalité ici tient à ce dialogue qui est fait d'un mélange de discours direct et de discours indirect. Pour finir, donc dans le troisième mouvement, on a le coup de foudre qui est marqué euh, avec l'adverbe d'intensité tout à fait, puis l'adjectif mélioratif extraordinaire, ou encore c'est très inattendu. Donc là, on a des hyperboles. En plus, ça fait écho à la ligne 8 quand il disait il croit rêver. En fait, il revient un peu sur son propos, il le reformule, on appelle ça une épanorthose. On est là dans le compliment traditionnel hein, de la rencontre imaginaire. euh, et l'extraordinaire renvoie un peu à l'imaginaire du conte de fées, mais ébloui. Pour la complimenter, il utilise un vocabulaire amélioratif. Une jeune fille belle comme elle l'est, mais la formule, là, avec sa comparaison, est assez simple et presque incorrecte. Comme elle l'est, c'est un côté un petit peu oral, parce que cet homme est troublé. Il fait un éloge maladroit de la jeune fille. Il manque d'éloquence, sans doute sous le coup de l'émotion. De nouveau, on a l'idée de différence ethnique avec l'antithèse. Une jeune fille blanche dans un quart indigène, donc elle voyage avec les indigènes. C'est une preuve qu'elle n'est pas aisée. Et donc ici surgit une nouvelle barrière sociale, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas au même milieu. Lui, il voyage en limousine et elle en autocar. La, hum, le compliment autour du chapeau est très intéressant. On a la répétition d'abord, ça lui va bien, très bien même, donc encore une épanorthose. Euh, Cela traduit la gêne de l'homme, encore une fois, de même que les points de suspension qui sont répétés. Et donc, l'homme continue de complimenter la jeune fille avec donc ce vocabulaire un petit peu pauvre, belle, jolie, mais qui reste du vocabulaire de la séduction. Et il semble très sensible à l'originalité de la jeune fille, avec cette antithèse entre fille et chapeau d'homme. Et l'adverbe d'intensité si joli montre vraiment son admiration. Donc, au terme de ce mouvement, on voit que les compliments témoignent du fait que l'homme est fasciné et donc il en perd son éloquence, d'où les répétitions, les épanorthoses. Pour conclure, donc, on voit que il y a certains éléments du topos de la rencontre amoureuse, du cliché de la rencontre amoureuse qui sont repris. On a les caractéristiques traditionnelles du coup de foudre, c'est-à-dire cette importance du regard et même du premier regard. L'idée des obstacles que l'on franchit, hein, l'obstacle ethnique, l'obstacle social, et puis bien sûr les compliments. Mais cette scène est vraiment originale, d'abord parce qu'on a la frontière qui est brouillée entre la fiction et l'autobiographie. Marguerite Duras parle d'elle-même à la troisième personne du singulier. En plus, c'est raconté en focalisation externe, donc on n'a pas du tout accès aux émotions de la jeune fille. Elle parle d'elle-même comme d'un personnage de roman. Et puis, cette inversion, puisque c'est l'homme qui est timide et pas elle. De plus, le style est original, il est assez simple en apparence, répétitif, et puis
On a un mélange de discours direct et de discours indirect, qu'on a une écriture vraiment très particulière. On peut comparer ce texte à une autre scène de rencontre amoureuse, et notamment dans Manon Lescaut, puisque dans les deux romans, on a des jeunes filles qui sont à part, qui sont marginales, et que l'homme amoureux va remarquer immédiatement. Mais en fait, dans les deux romans, ce sont aussi des femmes séductrices et libres. C'est-à-dire que dans les deux œuvres, la jeune femme n'est pas apeurée, elle accepte de dialoguer, et il y a quand même une motivation, une ambiguïté, pardon, sur leur motivation. On sait que Manon, elle veut échapper au couvent, et chez Marguerite Duras, il y a quand même un attrait pour le luxe chez cette jeune fille pauvre.